Alors, avant de passer au point 4, comme je vais devoir sortir sur ce point, je vais demander... Oui, à la fin. Mais je voudrais qu'on désigne le président qui va me remplacer pendant mon absence. Donc, ce sera Jean-Marie, si tu es d'accord. Tu seras le président pendant mon absence. Profites-en. Donc, je te laisse sur le point 4, sur l'approbation du compte administratif. Alors. Donc le compte administratif 2017 qu'on a déjà évoqué rapidement au dernier conseil puisqu'on avait déjà des chiffres au moment de l'établissement du budget prévisionnel et puis donc il a été discuté dernièrement en commission finance dans les détails. Donc là je vais présenter les grandes lignes de ce compte administratif. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des lignes, je vais en rester au niveau des chapitres pour expliquer les évolutions. Et puis les plus importants investissements qui ont été réalisés, expliquer les différences qu'il peut y avoir par rapport au BP. Donc on retrouve sur la première page les résultats de l'exercice qui ont déjà été commentés à l'instant. Donc je vais aller directement sur la page du compte de fonctionnement, du tableau de fonctionnement. Ça doit être celle-là. Voilà. Donc les dépenses de fonctionnement, peut-être mettre plus gros si vous n'avez pas les... Donc les dépenses de fonctionnement s'élèvent pour un total de 7 693 223 €, donc qui représente, si on regarde directement comme ça, une augmentation assez importante par rapport à 2016, puisqu'on est à plus de 9% d'augmentation. Mais donc ça va être à pondérer tout de même, parce qu'il y a eu des opérations d'ordre assez importantes sur 2017, dû en grande partie au réaménagement d'un emprunt. On a réaménagé un emprunt qu'on fait des opérations d'ordre pour plus de 500 000 €, entre autres, et donc on se retrouve en dépenses réelles à 6 954 936 €, en fait, ce qui limite l'augmentation à 2,3%. C'est déjà une augmentation des dépenses de fonctionnement, mais quand même plus modérée que ce qui apparaît de prime abord. Si on détaille un petit peu par chapitre, donc le chapitre 11 qui est sur les charges à caractère général, on est cette année à 1 460 845 €, donc une hausse de 8%, qui s'explique avec des surcoûts sur les dépenses de fluide. On a eu des augmentations sur des rappels de taxes d'électricité. On a aussi eu un changement de fournisseur qui a fait qu'on a payé 13 mois au lieu de 12 sur l'année 2017. En fait, il y a eu un décalage dans les paiements. Il y a le fonctionnement pour la première année complète d'Alice Mia aussi, qui vient s'ajouter aussi sur ce chapitre-là. Et puis la location des modulaires sur les écoles aussi, qui est également affectée au chapitre 11. Sur le chapitre 12, par contre, là, c'est plutôt une évolution intéressante. Les charges de personnel, 4 337 092, une dépense de moins d'1,5%, en augmentation de moins d'1,5%, quand on sait que les augmentations avec le glissement vieillesse technicité représentent souvent 1,5 à 2% minimum. Donc, être à 0,5% seulement, c'est quelque chose qui est intéressant et qui montre la bonne anticipation qu'on a eue sur l'évolution des postes et des carrières et qui permet de répondre toujours au mieux aux besoins des Sorinièrois et de nos services. Le chapitre 14, l'atténuation de produits, on est à 151 224 €. Là aussi, une forte augmentation qui est due à l'augmentation qu'on a eue sur notre pénalité SRU, avec le manque de logements sociaux et des projets qui ont été décalés dans le temps qui font qu'on a eu un bond de cette pénalité sur 2017, qui heureusement s'atténue un petit peu sur ce qu'on a mis au BP en 2018. Le chapitre 65, notre charge de gestion courante, on a une stabilisation de ce chapitre à 908 369 €, à peine 1% d'augmentation. Et puis les charges financières, donc à 111 198 €, il y a une part des intérêts de l'annuité d'emprunt qui est inférieure à ce qu'elle était l'année précédente. On aura une augmentation par contre un peu sur la part capitale qu'on verra sur la section d'investissement. On a donc 277 509 € de moins que les inscriptions budgétaires qui avaient été faites lors du BP ou lors des décisions modificatives.
Donc ça fait moins de 4% d'écart que ce qui avait été annoncé. Donc on voit que le budget a été bien respecté dans sa construction et dans sa réalisation, globalement. Voilà pour les dépenses. Je continue. Si vous avez des réactions, on verra à la fin plutôt. Donc si on passe sur la partie recettes, donc au niveau des recettes de fonctionnement pour cette année, on a donc 8 582 673 € de recettes totales, auxquelles il faut ajouter le report de l'exercice précédent pour 85 483 €. Hein, donc si on se rapporte aux recettes réelles de fonctionnement, on a là une hausse de près de 6% par rapport à 2016, malgré une baisse des dotations qui a continué sur l'année 2017, hein, toujours, qui était prévue au BP, mais qui a été plus importante que prévu au BP. On l'avait vu lors des DM. Hein. Lorsqu'il y a des péréquations, on est souvent un petit peu pénalisé. Et puis, ça a été compensé quand même par une bonne dynamique de nos recettes, que ce soit au niveau des taxes locales et des ventes de terrain, essentiellement, qui ont pu abonder nos recettes. Et ce qui nous fait des recettes qui ont été supérieures aux prévisions de 323 870 €. Sur le chapitre 13, les atténuations de charges, donc ça c'est les remboursements pour absence de personnel, donc il y en a pour 60 897 €, donc beaucoup moins qu'en 2016, on a eu moins d'absences à gérer sur l'année, et donc moins de remboursements, ce qui n'est pas un mal. Le chapitre 70, le produit des services pour 1 061 222 €, donc en hausse de 3%. Donc ça c'est tout ce qui est service à la population, en particulier tout ce qui est enfance-jeunesse, les services multi-accueil, garderie, périscolaire, cantine, ainsi de suite, hein, tous ces services-là. Sur le chapitre 73, donc impôts et taxes, on est à pratiquement 6 millions, 5 997 577 €, donc 8,5% d'augmentation avec les contributions directes qui sont en forte hausse, hein, avec malgré les taux constants depuis 2011. Hein, c'est uniquement l'assiette et la hausse de la valeur locative, voilà, merci, qui permet cette progression. Il y a les droits de mutation aussi qui sont toujours très dynamiques et qui augmentent encore. Et puis la mise en œuvre effective de la TLPE qui vient abonder aussi ce chapitre 73, hein, qui nous permet donc d'assurer des recettes. Chapitre 74 sur les dotations et les participations. Donc on a 924 638 € avec donc une baisse d'environ 10% sur l'année précédente. Donc comme je disais, la baisse toujours de la dotation forfaitaire essentiellement. Et on avait eu sur 2017 aussi une suppression complète de la dotation nationale de péréquation, qui était de l'année d'avant de entre 20 et 25 000 €. Et on n'avait rien eu sur 2017, mais on retrouve une petite partie sur 2018. Là. Le chapitre 74 sur les... je viens de le faire. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, donc pour 120 484 €. Donc on a un léger tassement, là, très léger de 3 4 000 €, qui est dû à une petite baisse sur les locations des salles, hein, qui rentrent dans ce chapitre-là pour les plus des 3/4 de la somme. Et donc c'est peut-être, il y a eu les travaux sur Hippolyte de Rouet qui ont peut-être fait quelques locations de moins sur l'année. Voilà un petit peu pour les recettes de fonctionnement. Donc on retrouve donc, si on... Petite conclusion sur ce fonctionnement, on va retrouver donc dans le résultat de l'exercice 2017 un résultat positif de 889 449,94 €, qui correspond bien à ce qu'a annoncé Mme Hervouet tout à l'heure. Et en tenant compte du résultat de fonctionnement de 2016, qui avait été reporté pour 85 483,81 € sur la section de fonctionnement, on a donc un excédent pour l'année de 974 933,75 €. Voilà, en légère baisse, par rapport à 2016 sur le fonctionnement global. Sur la section d'investissement. Donc la section d'investissement sur les dépenses, on a un total de dépenses qui s'élève à 3 538 596 €. Donc ça, c'est y compris les opérations d'ordre propre. Sans les opérations d'ordre, on est à 3 520 338 €.
Mais là, il y a quand même une correction importante à apporter, puisque là, on va avoir des écritures en recettes et en dépenses d'investissement qui sont dues au réaménagement d'emprunt. Donc on a 1 858 709 euros de recettes et 1 858 709 euros de dépenses qui viennent uniquement pour ce réaménagement d'emprunt. Partie de l'emprunt qu'on a remboursé et refinancé autrement. Donc ça nous fait des dépenses effectives en fait de 1 661 629 euros. En nette baisse du coup par rapport à 2016, puisque sur 2016 on avait eu la salle Alice Mia qui nous avait fait des dépenses de plus de 3 millions d'euros en tout pour notre budget de dépenses d'investissement. Si on regarde les dépenses d'équipement qui correspondent aux lignes 20 à 23, enfin toute la première partie du tableau, donc pour 1 201 125 euros sur 1 867 293 euros qui avaient été inscrits lors du BP, donc un taux de réalisation qui paraît assez faible de 64%, mais donc qui s'explique, on a eu des annulations de crédit pour environ 53 630 euros, en partie des travaux d'économie d'énergie qui étaient prévus sur la mairie et qu'on a différé vu qu'il y a un diagnostic avec le conseiller en énergie partagée qui doit intervenir et faire un diagnostic précis des bâtiments. Plutôt que d'engager des travaux avant son diagnostic, on a préféré attendre et donc différer les travaux. Et puis il y a tout un ensemble d'études et de travaux et d'achats qui ont été reportés en 2018 avec les restes à réaliser pour 495 215 euros. Une grande partie, c'est des achats de terrain qu'on avait inscrits en décision modificative en courant d'année et qui n'avaient pas été réalisés sur la fin 2017, mais qui ont été réalisés effectivement sur le début 2018. Qui viennent aussi atténuer la dépense effective de 2017, mais qui sont restés dans les restes à réaliser. Il y a des restes également pour le bar d'Hippolyte Dorway, pour le terrain de foot également, sur les travaux qui n'étaient pas terminés et non soldés. Et puis également des travaux et des achats qui ont été inférieurs au coût estimé. Donc des économies qui ont été réalisées soit lors d'appels d'offres, soit lors de mise en concurrence par les services une fois le budget voté. Et donc la mise en œuvre effective pour 117 323 euros quand même qui ont pu être économisés comme ça. Voilà un petit peu ce qui explique la grosse différence de réalisation du budget d'équipement. Les principales dépenses qui ont été faites, si on prend toutes celles qui sont à plus de 100 000 euros, on a eu le solde de travaux pour la salle Alice Mia pour 291 359 euros. Il n'y avait plus de travaux, mais tout n'était pas payé, donc il y en a eu de payés sur 2017. La toiture de la salle Jules Léoté pour 223 739 euros. Les travaux de la DAP qui continuent chaque année, c'était pour 166 112 euros sur 2017. Et puis une partie du bar d'Hippolyte Dorway qui avait été payé sur 2017 pour 146 908 euros. Il reste environ 100 000 euros qui seront payés sur 2018. Voilà un petit peu pour le tour des dépenses d'investissement. Après, il y a la partie dépenses financières où on retrouve donc sur le chapitre 16, les emprunts et dettes assimilés, on retrouve justement la dépense d'emprunt pour 1 858 709 euros, en plus de notre annuité de 400 262 euros. Les autres dépenses financières, donc sur les deux autres lignes, c'est l'adhésion à l'Agence France Locale, qui était le deuxième des trois versements en 2017, et puis le portage de la FLA pour 48 741 pour la maison de la rue de Nantes, qui a été achetée par la FLA et qu'on rembourse sur 6 ans. Et ensuite, donc les opérations d'ordre pour 18 257 euros. Ainsi le total de nos dépenses d'investissement. Dernière partie concernant donc les recettes d'investissement. Donc on en a pour 3 897 935 euros. Donc toujours y compris ces 1 858 000 d'emprunts. Et on a donc des recettes d'équipement qui incluent cet emprunt, avec en plus les subventions pour 118 407 euros. Donc qui sont venus de la région pour 20 000 euros, du département pour 46 527 euros. La dotation d'équipement des territoires ruraux pour 45 831 euros, qui s'appelle, je sais peut-être plus ce nom-là exactement, mais, et une réserve parlementaire pour 6 048 euros.
Et les recettes financières ensuite, avec le FCTVA qui était très élevé sur 2017 suite aux travaux élevés de la salle Ismia sur 2016, donc pour 436 531 € de remboursement de TVA. Et puis l'excédent de fonctionnement, que Mme Servoët a rappelé tout à l'heure, de 2016 sur 2017, qui était pour 1 million d'euros, qui avait été versé en section d'investissement sur 2017. Et ensuite, on a les opérations d'ordre qui sont essentiellement les amortissements, qui représentent un total de 484 287 €. Donc l'investissement, comme ça a été dit, il représente un solde d'investissement positif cette année de 359 339 €. Mais compte tenu du déficit d'investissement de 2016 qui se reporte automatiquement sur l'investissement, qui était de 545 397,09 €, on a donc un résultat d'investissement négatif sur 2017 de 186 058,07 €, qui sera donc automatiquement reporté, lui, sur le budget 2018. Il n'y a pas de délibération à prendre, l'investissement se fait automatiquement sur la même section. Pour conclure, le résultat net de 2016 est donc de 788 875,68 €. La différence entre notre résultat de fonctionnement et notre résultat d'investissement. Ce qui permet de dégager donc de l'autofinancement, ça reste limité, mais c'est quand même en augmentation par rapport au chiffre qu'on avait fin 2016, qui était de 540 000 € à peu près, si je me souviens bien. Et on a une... Comment ? C'est bien ça. Et donc la dette au 1er janvier est descendue sous les 500 € par habitant. On est à 498, alors qu'on était à 514 au 1er janvier 2017. Le capital est à 4 2 199 €. L'annuité d'intérêt est juste en dessous les 100 000 € à 98 894. Et l'annuité en capital, juste au-dessus des 400 000 à 400 262. Donc à peu près 500 000 € d'annuité pour les remboursements d'emprunts, intérêt et capital confondus. Donc on peut constater que ce budget 2017, vu les taux de réalisation, était encore une fois établi de façon sincère, avec des dépenses de fonctionnement qui sont très proches des prévisions. Alors on était souvent autour des 5%, là on est plutôt à 4% cette année en plus. La réalisation des investissements, même si de premier abord elle paraît peu élevée à 64%, si on exclut les achats reportés de terrain qui sont juste décalés pour le passage chez le notaire qui se fait pas en 2017 mais en 2018, on a un taux de réalisation qui approche les 80% du coup. Et puis on a un résultat de fonctionnement qui, comme je disais, repart en légère hausse grâce à la dynamique de nos recettes sur la partie que nous maîtrisons encore, les services et les taxes locales. Et également la bonne gestion de nos ressources de personnel qui permet de limiter nos dépenses. Mais une baisse toujours significative quand même sur 2017 des dotations de l'État. Donc il faut rester très attentif et prudent sur notre gestion budgétaire, car malgré ce résultat positif sur 2017, qui va dans une évolution qui est quand même appréciable, les évolutions justement annoncées par l'État sur la compensation en particulier de la suppression de la taxe d'habitation, ça reste encore assez flou. Et ça pourrait venir ternir les perspectives encourageantes qu'on a pu évoquer là, pour l'instant. Donc restez très attentifs sur ces évolutions et les compensations qu'on pourra avoir. Voilà un petit peu la présentation que je pouvais vous faire. Donc, maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des réactions ou des questions, des précisions. Moi, je constate effectivement que le budget est bien tenu et que la maîtrise des dépenses de fonctionnement est faite. Parce que ça, c'est un point positif. Sur ces dépenses de fonctionnement, il y a un point qui nous préoccupe, c'est la partie fluide et énergie. Donc on constate cette année une augmentation de 52 000 €, donc qui fait à peu près 28% de ces trois postes, électricité, gaz et eau. Si on enlève l'effet Alice-Mia et l'effet des 13 mois d'électricité, ce qui fait à peu près 35 000 €, donc à peu près 20% d'augmentation. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et il y a un an, on était amené à voter le conseil en énergie partagée. Donc c'est quelque chose qui nous semble urgent de faire avancer rapidement. Et ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce qu'on en est
sur ce conseil en énergie partagée qu'on a voté pour être mutualisé au sein de Nantes Métropole, l'activité où elle en est, et quels sont les premiers résultats et quand est-ce qu'ils sont attendus. Oui, je vais répondre sur le Conseil en énergie partagée qui fait partie de ma délégation maintenant depuis fin mars. Au niveau de l'avancement, il y a eu un premier comité de pilotage au niveau de Nantes Métropole qui a lancé le sujet fin mars, début avril, je ne me rappelle plus exactement de la date. Le diagnostic est en cours. Il y a une personne qui a été embauchée pour cela à Nantes Métropole pour faire ce diagnostic sur toutes les communes qui ont adhéré à cette mutualisation. Nous avons, nos services ont déjà vu ce conseiller mettre en place des réunions d'avancement régulières, mais les résultats de ce diagnostic n'arriveront qu'en fin d'année. Et donc, en fin d'année, une présentation de ces résultats vous sera faite. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Christian? Oui, je peux bien rebondir sur le Conseil énergie partagée, puisque, comme vous le savez, ça fait quelque temps qu'on a voté la convention, mais il y a des communes qui ont mis plus de temps que nous, même si les conventions font l'objet en général de questions très, très précises sur ces conventions. Donc plus il y a eu de conventions débattues, discutées, plus l'ensemble de la métropole a pris du retard sur ce sujet. C'est tout ce que je voulais dire sur le conseil en énergie partagée. Pour ce qui concerne j'aurais vraiment appuyé ce que vient de dire Jean-Marie. Un compte administratif, ça se regarde sous deux angles. Ça se regarde par rapport au compte administratif de l'année précédente, celui de 2016, et ça se regarde aussi par rapport aux prévisions budgétaires, c'est-à-dire ce qu'on a décidé, dans le cadre du budget, de réaliser. Quand on regarde par rapport à ce qu'on a décidé de réaliser, ce qu'on avait budgété au budget primitif, et après il y a eu des ajustements en décision modificative, mais on s'aperçoit que le pourcentage de réalisation en fonctionnement, tu as dit à peu près 95-96% pour les dépenses. Pour les recettes, on est à 103%. Donc, ce qui veut dire que quand on a des chiffres qui sont entre 95 et 105, on a quand même fait une très bonne prévision. On a bien organisé les choses et on a su faire rentrer également les recettes que l'on pouvait espérer. Donc là, je tiens vraiment à dire que les services, au fur et à mesure, parce que c'est quelque chose qu'on travaille depuis un certain nombre d'années, pour faire en sorte aussi bien de ceux qui tiennent les comptes que de ceux qui les ventilent quelque part dans les différents chantiers, dans les différentes interventions. Il y a vraiment une prise de conscience importante qui a été faite sur la manière de gérer, toujours justifiée d'une décision qu'on sollicite auprès des élus de manière plus rigoureuse encore. Et je pense que ça finit par payer de cette méthode de travail qui est initiée avec des personnels qui sont volontaires aussi pour avoir des responsabilités en la matière et donc s'associer à cette gestion. Et puis, quand on regarde les recettes, il y a quand même eu cette baisse de dotation de l'État encore. Qu'on a déploré bien longtemps. Et puis pour l'investissement, Jean-Marie a expliqué qu'effectivement le pourcentage brut il est moyen, puisqu'il est de l'ordre de 64 à 70% selon, mais que je ne sais pas moi-même qu'il y a des actes d'achat de terrain qui auraient dû être faits et il fallait bien les inscrire pour 2017. Mais sauf que les temps de faire les actes et puis le passage chez le notaire, ça s'est fait qu'en début 2018. Donc effectivement, c'est pas d'avoir pas réalisé. On avait bien réalisé, on avait engagé, mais administrativement parlant, ça s'est fait l'année suivante. Donc c'est en gros l'essentiel du décalage qu'il y a entre ce que nous avions prévu au budget primitif et ce que nous avons réellement dépensé en investissement.
Et puis, je le disais, ça se compare aussi par rapport au compte administratif de l'année 2016. Et donc, on a effectivement, Jean-Marie l'a souligné tout à l'heure, à la fois un résultat net qui est meilleur que celui de 2016, mais moi, je m'intéresse toujours au fonctionnement parce que c'est de là que ça part. Si en fonctionnement, on n'arrive pas à gérer correctement nos dépenses et nos recettes, en investissement, ça suivra inévitablement. Et donc là, on a vraiment des recettes, un excellent fonctionnement entre les dépenses de fonctionnement et nos recettes, un excédent qui a augmenté par rapport à 2016 et on était sur des baisses plus régulières dans le passé. Donc là, on remonte. Comme l'a dit Jean-Marie, c'est effectivement quelque chose qui est relativement fragile parce que on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur les finances des collectivités locales. La suppression de la taxe d'habitation décidée au pas de charge, comme ça se passe beaucoup actuellement sur beaucoup de sujets, on y va, on marche. Mais on marche sans avoir, à mon avis, de plan B. Donc pas de plan B, ce qui veut dire que là, on est actuellement en train de chercher à savoir si comment on pourrait, on parle de compensation, mais en même temps on cherche de nouvelles recettes. Alors d'un jour on dit on va prendre la taxe d'habitation au département, un autre jour on va repousser la date aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de faire sur 3 ans, cette suppression de la taxe d'habitation, on va peut-être la faire sur 4 pour amoindrir les choses, enfin etc. Bon, on voit bien que c'est le grand flou. Mais en attendant, les collectivités locales, elles, il faut qu'elles continuent à gérer. Et c'est bien l'incertitude qu'a exprimé Jean-Marie tout à l'heure sur ce sujet-là, parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et les compensations, par expérience, quand il y a des choses qui nous ont été retirées et qui sont devenues des compensations, un jour ou l'autre, on change les règles du jeu et les compensations, eh bien, elles disparaissent. On l'a vu pour pas mal de péréquations. Les compensations disparaissent ou diminuent. Et donc, j'avoue que je suis vraiment inquiet par rapport à... alors qu'on est sur une... Parce que, comme tu le dis, Damien, on a fait des économies, effectivement, qu'on a gérées au mieux. Mais il y a un moment donné où tu peux pas aller plus loin que quand tu es rendu à l'os. Et donc, je crois que au moment où nous, on a réussi, et comme David l'a reconnu, que notre budget était bien géré, donc on peut être très satisfait de cette remarque. Mais au moment où on arrive à bien gérer, voilà que d'autres points noirs arrivent à l'horizon. Et donc, je vous invite fortement, hein, je pense à partager l'avis de Jean-Marie tel qu'il vous l'a exprimé sur cette incertitude pour l'avenir. Mais juste pour compléter ce que tu viens de dire, je partage totalement ce que tu viens de dire. Tu as oublié de dire une chose, et d'autant plus que tu es élu métropolitain, c'est les contraintes qui ont été fixées donc aux métropoles. Je crois que le seuil c'est plus de 300 000 habitants, il me semble, c'est ça, en termes de dépenses de fonctionnement. Et lié l'évolution des dépenses de fonctionnement aussi à la masse financière liée au personnel sur le plan du budget. Et moi je crains fort aussi que là encore on soit impacté. On a vu ce qu'il en était en ce qui concerne l'augmentation de la fiscalité au niveau de Nantes Métropole sur l'exercice précédent, avec la volonté de maintenir le même niveau d'investissement, ce que je partageais par ailleurs. J'ai toujours contesté à titre personnel la baisse des dotations. On a bien vu qu'on a été impacté. Le résultat, ce sont les habitants de Nantes Métropole qui ont été mis à contribution via l'augmentation de la fiscalité. Et là, le pacte qui va être imposé aux collectivités, aux métropoles, laisse craindre effectivement des conséquences fâcheuses pour le fonctionnement des collectivités. Si j'en ai pas parlé, c'est parce que je voulais pas allonger le débat, mais il n'y a pas que la métropole, c'est toutes les grandes collectivités, mais je suis délégué de la métropole au comité de bassin Loire-Bretagne avec les agences de l'eau, et les agences de l'eau, tenez-vous bien, c'est l'État réduit de 25-26% les dépenses autorisées par les agences de l'eau. Concrètement, ça veut dire que, en particulier sur ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau potable et l'assainissement, c'est des coupes sombres que va faire l'agence quand elle est aidée à 30, 40%, 50%, ça va diminuer de presque la moitié. Ce qui veut dire que les collectivités qui comptaient sur les subventions de l'agence de l'eau, pour
quand je pense à l'usine de l'eau potable à Nantes à 84 millions d'euros, l'agence de l'eau participe pour 20 ou 25 millions. Donc, quand l'agence de l'eau va arrêter d'aider les collectivités sur les aides, et on sait que les canalisations ne vont pas durer éternellement, eh ben, qu'est-ce qui va encore être impacté? C'est les collectivités locales, donc les EPCI, et de ce fait, par ricochet, les communes se trouveront moins aidées, où on fera moins de travaux sur les communes parce que les collectivités de toutes parts, les collectivités EPCI de toutes parts sont soumises à des mesures qui les impactent fortement. J'ai vachement peur pour l'avenir là. Juste une question, Christian, tu parles d'augmentation des impôts de notre métropole. Est-ce que l'année dernière, quand on a eu cette augmentation qui nous a un peu irrités, enfin certains d'entre nous en tout cas, est-ce que l'argumentation de notre métropole était la baisse des dotations de l'État ? Il y avait la baisse de dotation de l'État, oui. Et comme l'a dit Bruno, je suis d'accord avec lui sur ce sujet-là, c'était pour maintenir un haut niveau d'investissement, y compris dans les projets locaux et dans les grands projets. Donc c'était à ce niveau-là que ça s'est joué. Elle était plus sur l'investissement. On ne nous a pas parlé de baisse des dotations de l'État l'année dernière. Enfin, Je suis d'accord. Ouais, on va pas passer. Ouais, on va pas passer la soirée non plus, mais si, ça a été évoqué. Ça fait l'objet d'un très large débat. C'est votre choix, d'accord, mais moi je suis désolé, l'année dernière, on ne nous a pas parlé des baisses de dotation de l'État sur notre métropole. C'était le maintien de l'investissement et un fort investissement. Notre métropole a mal fait son boulot puisqu'il ne nous a pas bien expliqué les choses. Et On va arrêter le débat. Hein. Là, Olivier, pardon, vas-y. Je voulais quand même rappeler, quand je t'ai interpellé l'année dernière par rapport à la hausse de Nantes Métropole, tu nous avais bien dit que c'était pour garder l'investissement. Tu ne nous as jamais parlé des dotations d'État qui étaient en baisse. Hein, la répartition s'est quand même fait de 40 millions pour les particuliers et 40 millions pour les professionnels. Enfin, je veux pas laisser passer ça. On n'arrête pas de le dire que les dotations de l'État ont baissé. Donc s'il n'y avait pas eu ces baisses de dotations de l'État, on aurait maintenu notre investissement sans augmenter l'impôt. Allez, moi je propose qu'on en... Est-ce qu'il y a d'autres questions autres que sur les dotations de l'État? Donc là, je vais laisser ma place. Juste le vote. Hein? Non. Bah non. Donc, je vous propose de faire un vote global sur le compte administratif, un peu comme pour le budget où on détaille par section. Donc, concernant ce compte administratif, il faut donc approuver ce compte. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est pour? Merci.